Bonjour à tous, dans cet assaut aujourd'hui, nous allons vous présenter la confrérie Santa Croce qui est à Speloncato. Pierre Ridolfi, bonjour. Bonjour. Alors donc, avec vous, on va connaître le fonctionnement de votre confrérie et par la même occasion celle des confréries de Balagne. Et il y a une chose qu'il faut préciser, c'est qu'à Speloncato, où vous résidez, il y a déjà une confrérie. Vous allez nous dire pourquoi la nécessité d'une autre dans quelques instants. Mais tout d'abord, comment, puisque vous êtes jeune, il faut le préciser, comment vous est venu cet engouement ? Disons que alors ça remonte à l'été 2009, quand il était question de faire l'autre confrérie. Ceux qui étaient à l'initiative de créer cette nouvelle confrérie étaient venus me voir. Et donc j'avais 17 ans, j'étais en première à l'époque. Et moi, dans ma famille, ça a toujours été important, la religion. L'oncle de mon père, c'était le chanoine Ridolfi, donc. Est-ce que c'est un peu pour lui rendre hommage ? Oui, dans quelque sorte, c'est ça. Je veux dire, c'était à l'époque, la foudre était tombée sur le clocher du village, enfin donc de l'église, parce qu'on a 2 églises au village, et donc avait détruit en partie l'église, et donc il avait œuvré pour la reconstruire et avait mis de l'argent, je veux dire, familial dedans. Donc oui, c'est un hommage, entre guillemets. Et en plus, comme la confrérie devait prendre place dans l'église dite, donc voilà, c'est totalement ça. Alors Pierre, comme je disais tout à l'heure, vous êtes très jeune. À quel âge on peut incorporer une confrérie, devenir confrère ? Devenir vraiment confrère, donc aujourd'hui ça passe par le port de la mantilette et donc la cape, qui est suivant la confrérie d'une couleur différente. Je dirais, chez nous par exemple c'est 14 ans, révolu. Il faut avoir 14 ans. Ça peut être 16 ans, enfin suivant les règlements des confréries, ça change. Mais c'est toujours autour de 14 ans et 16 ans. Après, sinon, il y a la période du noviciat, qui est donc le fait d'être en blanc pendant au moins une année. Je veux dire, si le gamin, je dirais, après, je dirais le fait qu'il ait été enfant de chœur, a envie de passer confrère, il peut passer voilà, juste après enfant de chœur, donc vers les 11 ans, 12 ans, je crois que c'est. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même principe que quand, Non, je dirais, le prêtre fait d'abord ses preuves et décide après de passer le pas pour être prêtre. non, disons qu'en fait, le noviciat, je dirais, comme il est aujourd'hui, c'est surtout pour savoir comment fonctionne la confrérie plaît à la personne. C'est pour ça qu'on demande 1 an. Il y en a qui marchent sur 3 ans et tout ça. C'est vraiment de faire ses preuves, quoi, entre guillemets. Ça arrive que des personnes se rétractent et disent non, finalement, je ne veux pas incorporer la confrérie. Disons que dans notre confrérie, on n'a pas encore connu ça, mais je sais qu'à l'époque, enfin, l'autre confrérie, donc Sant-Antoine Abad, a connu ça des personnes pour un 15 août, par exemple, on souhaitait revêtir l'habit blanc pour voir comment ça marchait, et elles n'ont plus jamais remis, quoi, entre guillemets. Peut-être qu'ils reviendront un jour, mais voilà, oui, ça arrive, on l'a déjà connu au village. Alors, expliquez-nous pourquoi 2 confréries dans le même village. Alors en fait, la première confrérie au village, ça a été recréé donc Sant-Antoine Abad en 2001, sous l'influence de la recréation la décennie précédente, je dirais, de la confrérie unique du Giunsagne, donc San Parteo, et celle qui prenait toute la piève de Touani, donc qui part de Palasque et à l'époque qui allait jusqu'à Sponcado. Et durant l'année 2000, il y a certaines personnes qui ont toujours chanté la messe et tout, se sont dit on va recréer, je dirais, Sant-Antoine Abad. Et au fil des années, donc comment ça évolue et tout, certaines personnes sont parties de Saint-Antoine, comme ça arrive dans toutes les confréries, et certaines personnes sont parties pour, je dirais, pour certaines raisons, mais ils voulaient continuer à être confrères, mais plus dans cette confrérie-là. Donc ils ont décidé d'en créer une autre. Voilà. Et il y en a eu deux personnes. Et Ça n'a pas provoqué de distension finalement au début, oui, Oui. c'est un peu normal, je veux dire, au début, oui. Mais il y a eu 7 personnes qui ont décidé de faire partie de cette nouvelle confrérie. Et directement, chaque année, il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Et maintenant, on travaille main dans la main et on fait toutes les cérémonies ensemble. Donc avec vous Pierre, on va connaître et faire connaître aux téléspectateurs le fonctionnement donc d'une confrérie. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes en association, vous fonctionnez en mode loi 1901. Alors expliquez-nous un peu comment fonctionne une confrérie. Donc disons qu'à l'époque, je dirais dans les textes anciens, bien sûr, il n'y avait pas d'association à proprement dit loi 1901.
mais on est obligé maintenant de faire ça pour des raisons pécuniaires. Je dirais simplement, avant de parler des fameuses subventions, je dirais c'est pour avoir accès à un compte en banque. Donc on est obligé de créer une association, et même quand on regardait, donc à l'époque, le rôle social qu'avaient les confréries, c'était surtout du point de vue de la mort des gens du village. C'est assez mortuaire quand même. Mais expliquez-nous. Mais disons qu'à l'époque, au village, mais je sais que ça se passe dans les autres villages aussi pareil, il y avait donc les confrères à proprement dit, et aussi donc, dans le registre de ces confrères, il y avait ce qu'on appelait les fradés, les sourés, donc les frères et les sœurs, qui étaient en fait des gens du village qui payaient une cotisation annuelle pour, au jour de leur mort, je dirais, avoir la messe payée, chanter et la caisse, enfin tout ce qui va avec le packaging, on pourrait dire, comme on dirait maintenant. Oui, c'est un mot très voilà, actuel, actuel pour un rite très ancien. En fin voilà, de compte. mais disons voilà, qu'à l'époque, ça marchait vraiment comme Vous dites comme à une association. l'époque, Pierre, ça ne se fait plus maintenant? Parce que ça s'est perdu. Je veux dire, on sait très bien que la Corse a perdu beaucoup de choses durant ce siècle, avec je dirais, le départ dans les colonies et les 2 guerres qui ont suivi, mondiales. Et avec le renouveau, on a perdu beaucoup de choses. Parce qu'en fait, le monde des confréries était vraiment un monde à huis clos. Les offices se passaient à huis clos. Et pour savoir comment ça se passait à l'époque, il fallait faire partie de cette confrérie. C'est vrai que ça faisait, comme on disait tout à l'heure, assez secte. Oui, et certaines personnes peuvent le voir comme une secte. Je veux dire, on peut entendre dans certains endroits, en Balagne, même ailleurs, il y a la secte qui se réunit ou des trucs comme ça. Et pourtant, vous avez, on va dire que particulièrement même en Haute-Corse, il y a un certain nombre de sectes. Je crois que vous êtes plus de 40 ou 45, non? Enfin, de confréries. Pas De confréries, pardon. Ça y est, alors du coup, je sais qu'on a l'habit blanc avec le truc pointu, mais quand même, on va pas. Non, mais disons que oui, il y a beaucoup de confréries. Il y a eu un renouveau. Un engouement, on va dire. Il y a eu un engouement, oui, avec le Réacuche et tout ce qui a suivi, je dirais en Corse en général. Tout ce qui est traditionnel est revenu. Et les confréries, il y a eu une espèce de mode, mais qui est bien, je dirais. Donc c'est revenu à l'ordre du jour. Et donc maintenant, tout le monde est en quête à savoir comment ça marchait à l'époque. Parce qu'en fait, par exemple, nous au village, les 2 seuls livres qui nous disent comment ça marche, premièrement, c'est le règlement des 2 confréries du village. Donc, où dedans, bon, qui était en vieil italien, qu'on s'est fait traduire, je dirais, donc il nous explique comment ça marchait à l'époque. Et après, l'autre truc, c'est les offices, donc ce qu'on fait, le travail des confréries. Et disons que c'est des livres que toutes les confréries, qu'on trouve dans tous les villages, qui ont été édités vers 1840, je crois, où en fait, il y a tout qui est écrit soit en latin, soit en vieil italien, donc tout le déroulement des cérémonies, je dirais. Alors, on va préciser, avant de continuer, c'est que vous avez 2 fonctions au sein. Vous êtes déjà confrère, Oui. et vous êtes trésorier donc au sein de cette association, Voilà. et gouvernatore. Voilà, parce qu'en fait, dans la confrérie, on distingue vraiment l'association et la confrérie. Je dirais dans l'association, il y a bien sûr les confrères qui y font partie, mais il pourrait y avoir, bon, c'est pas encore le cas chez nous, mais des gens extérieurs à la confrérie, donc des Qui gens du peuvent village. venir se Bien joindre sûr, à vous. il n'y a aucun souci à ça. Bon, pour l'instant, ça ne se fait pas, mais ça pourra arriver. Et après, il y a les postes dans la confrérie. Donc, bien sûr, dans l'association, il y a président, secrétaire, trésorier, comme dans toutes les associations. Et après, dans la confrérie, donc ça commence avec le prieur. Donc, On va dire, est-ce qu'on peut dire que c'est un rôle qu'a le prieur, ou quelle est la position du prieur? ben, la position du prieur, déjà, chez nous, dans les textes anciens, il est tiré au sort. Dans les textes anciens. Nous, on ne le fait pas encore, mais par exemple, Saint-Antoine Abbé a commencé à le refaire. Il y a plusieurs rôles. Donc le prieur, sous-prieur, sacristain, gouvernador, après il y a massard, après il peut y avoir des cancelliers et tout ça. Le prieur est en fait pas le chef de la confrérie, mais en fait le représentant. C'est la personne la plus gradée, on va dire? La plus gradée, oui, parce que maintenant, tout le monde voit le prieur comme un chef. En fait, le prieur est un représentant de la confrérie. Ça veut dire que la confrérie se réunit, décide d'une chose, et le prieur est la personne qui va... Qui va être décisionnaire. Pas décisionnaire, mais qui va faire appliquer. D'accord. Même s'il est contre lui personnellement, mais c'est son rôle, il doit faire appliquer la chose. Tout le monde a... Voilà, et c'est le porte-parole et tout ça. Le sous-prieur, c'est celui qui est censé le remplacer si jamais il est absent. Le gouvernador, lui, a un rôle plus spécial, en fait, parce qu'il n'est pas nommé, enfin, il n'est pas tiré au sort, comme on disait au village, mais il peut changer à tous les offices. Soit il peut être, pour un an, c'est toi le gouvernador. Donc vous l'êtes depuis cette année? Moi, je le suis depuis l'année dernière, je dirais, et ça n'a pas changé, mais on pourrait le changer à tous les offices. Le gouvernador, lui, il est dit, par exemple, dans nos textes anciens,
que le sacristain fait sonner la cloche, il ouvre la porte aux confrères de l'oratoire, les confrères rentrent, le prieur fait le signe de croix et il dit au gouvernateur d'entamer l'office. Le gouvernateur a un rôle plus important dans les offices. C'est lui qui... Il est plus actif. Beaucoup plus actif, on dirait, il a beaucoup plus de... Entre guillemets, bon après tout est relatif, hein. Il a des choses à faire, ça veut dire les rôles qu'on appelle en Corse donc les tiam. Les tiam, donc c'est les appels, je dirais, comme le fait le prêtre des fois, et tout le monde répond, voilà, c'est ça. Surtout qui est fait, parce que vraiment dans les livres anciens, il y a marqué, le seul truc où il y a marqué vraiment c'est gouvernateur, les trucs qu'il y a à faire. Après, donc le sacristain, donc c'est celui qui s'occupe à proprement dit du bâtiment religieux, de tout ce qui est à l'intérieur, je dirais. Mais aussi, par exemple, c'est lui qui doit préparer tout l'office, ça veut dire allumer les bougies, préparer les livres, faire respecter la loi aussi au sein de, je dirais, de l'oratoire. Parce que ce qui est fou, c'est quand on lit, les vieux, ils avaient pensé à tout, il y a tout qui est marqué. Je dirais, le sacristain doit faire attention que personne s'appuie sur l'autel. Des fois, on en voit, il s'appuie comme si c'était un comptoir. Enfin bref. Mais il y a ça. Après, le massard. Le massard, en fait, c'est le trésorier de l'époque de la confrérie. Donc, par exemple, je suis massard, on m'a donné le rôle de massard. Mais vous en avez des titres. Mais oui, voilà, il devrait avoir des médailles. Disons que, voilà, chez nous, on a décidé que le massard, c'était le trésorier. Mais demain, on aurait pu dire que c'est le président de l'association. Enfin bref, c'est un titre honorifique, mais à l'époque, c'était celui qui s'occupait donc de la trésorerie et des livres aussi. Donc, tenir un espèce de journal intime, nous on en tient un, des trucs, le registre des confrères et tout ça. Par exemple, il est dit que le massard, c'est celui qui avait l'argent. Quand les confrères veillaient le sépulcre lors de la Semaine Sainte, c'était lui qui était censé apporter à manger, à boire durant toute la nuit. Et après, le cancilier, donc en fait, le cancilier ou les canciliers, en fait, c'est ceux qui gèrent les processions. Je dirais donc qui font attention, je veux dire, ils sont toujours en dehors des processions, ils veillent que tout le monde soit en rang par deux, que la croix soit bien là, que la bannière soit bien là, qui vérifient maintenant que les voitures ne traversent pas, tous ces trucs comme ça. En fait, ils veillent au bon déroulement des cérémonies. Il fait un peu le vigile il fait un peu pour la circulation. La police municipale, le képi, voilà. Enfin voilà. Mais il n'en a pas. Mais non, il n'en a pas. Il est vêtu de la même façon que les confrères. Voilà, il est vêtu de la même façon que les confrères. À l'époque, donc on voit tous ces images-là, les confrères étaient en blanc, tout habillés de blanc. Et seulement certains avec les mantilettes, donc les capes. Ça, c'était vraiment par rapport au poste. Je veux dire, nous, au village, on a retrouvé une photo il y a un peu plus d'un an. C'était la seule photo avant on n'en avait pas, de la Girandoula. On appelle ça comme ça, chez nous, en fait, c'est la Granidoula. On n'a jamais eu. Et par exemple, donc, on les voit tous en blanc, à part 4 personnes. Donc ça peut être, par exemple, le prieur, le sous-prieur, gouvernateur et peut-être le cancilier, mais on ne le sait pas. Ah, il n'y a personne qui a pu... Mais non, en plus, la photo, on ne peut pas trop l'agrandir, je dirais. Mais on sait qu'à l'époque, c'était vraiment que les gradés, entre guillemets. Et après, avec le renouveau des confréries, c'est arrivé que tout le monde, maintenant, porte la mantilette. Ça se démarque juste par rapport au rôle du sous-prieur et du prieur qui ont un liseré en plus, comme des grades, je dirais, aujourd'hui. Et toutes les confréries, voilà, se distinguent, vous disiez tout à l'heure, par la couleur de leur cape. Oui, ça dépend par rapport à qui ils vénèrent. Par exemple, nous, c'est Santa Croce. Voilà, par rapport... D'accord, je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, entre guillemets. Oui. Après, les couleurs, je dirais, il y a des couleurs liturgiques. Par exemple, le rouge pour les martyrs et tout ça. Ça doit sûrement dépendre de cela. Je dirais, le liseré et tout ça. Après, mais par exemple, beaucoup de confréries corses sont en rouge. Parce que souvent, les saints sont des martyrs. Et la couleur rouge est... La vôtre, à quelle couleur? Noir. Et... pour entrer dans une confrérie, devenir confrère, vous nous avez expliqué que bon, on peut même être novice pendant une année, voire plus. Mais y a-t-il des règles pour être confrère? Pour devenir déjà confrère, il faut faire la demande au prieur, officiel au prieur, voilà, je voudrais devenir confrère et tout. Puis après, le prieur doit en parler à la confrérie. Ou si la confrérie compte vraiment beaucoup de membres, il est dit à l'époque au conseil de la confrérie, une espèce de comité, de conseil d'administration. Mais disons que oui, il y a des règles entre guillemets, ça veut dire être quelqu'un de bien, mais bon, aujourd'hui qui est... Baptisé par exemple. Oui, bon déjà il y a la question de la religion, il faut être baptisé.
au minimum. Mais après, niveau social, donc il n'y a pas échelle sociale et il n'y a pas de différence. Mais après, c'est sûr, être un homme de bien, entre guillemets. Qu'est-ce que vous entendez? Un homme de bien, c'est-à-dire qu'il Ça veut fasse dire, des bonnes actions, mais pas quelqu'un qui ait de l'argent. Non, quelqu'un qui fasse des bonnes actions, quelqu'un qui fait les choses mal, entre guillemets. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais non. Voilà. Après, c'est le conseil. Je veux dire, normalement, tout le monde est capable de devenir confrère, entre guillemets. À part d'être un truand Voilà, notoire. Notoire, non, voilà. Et il y a un quota de confrères dans une confrérie Non, pas ou vraiment. ça Enfin, peut varier? il y a un minimum, ça c'est sûr. Quel est le minimum? Le minimum, ça serait... Vous, chez vous, par exemple, vous êtes combien? Nous, en mai, on sera 13 en tout, de confrères. Sans compter, on a 2 novices en plus. Mais le minimum, vraiment, ça serait peut-être 5-6, suivant le nombre, je dirais, de postes que requiert la confrérie. Mais surtout un nombre minimum pour réussir à faire quelque chose. Mais après, le maximum, il n'y en aurait pas, à moins le maximum du bâtiment. Je veux dire, si la casate, enfin l'oratoire, donc le bâtiment de la confrérie, eh ben, il ne fait que 10 mètres carrés, je veux dire, on ne peut pas mettre 100 confrères dedans. Bien sûr. Mais après, je pense qu'il n'y a pas de maximum, vraiment. Et est-ce que si on ne sait pas, parce que moi je fais on va dire le parallèle, c'est peut-être complètement faux, entre un confrère et aimer chanter. Est-ce que, parce que c'est vrai que durant vos processions, vous chantez aussi. Oui, oui. Est-ce que si on ne sait pas chanter... Oui, oui. Chez nous, il y en a plein qui ne savent pas chanter. Et voilà, on en rigole même à chaque fois. C'est pas ça. C'est qu'en fait, avec le renouveau qu'il y a eu des confréries, donc en même temps, il fallait recréer les confréries et rechanter la messe. Et donc, obligatoirement, ces deux mondes sont liés. Parce qu'à l'époque, les confrères ne chantaient pas la messe. À l'époque, dans les années, il y a plus de 100 ans, ils ne chantaient pas la messe. Ils arrivaient à l'église, ils restaient au fond de l'église. C'était les chants du village qui allaient chanter la messe. Les confrères chantaient lors des processions, je dirais, mais il y avait tout le village qui chantait, et chantaient leurs offices. Et aujourd'hui, ces deux mondes sont liés. Donc c'est vrai que maintenant, pour nous, les confrères, c'est ceux qui chantent la messe. Mais à l'époque, non. Je dirais, vous allez dans beaucoup d'endroits dans Castaniche, il n'y a plus de confrérie, mais la messe est chantée. Voilà. C'est comme ça. Nous, voilà, par exemple, au village, ceux qui ont créé la première confrérie, c'était des gens qui chantaient la messe auparavant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement savoir chanter. Il y en a chez nous, ils chantent complètement, ils sont contraires au chant, mais ils sont là, ils sont présents. Mais finalement, dans la chorale, on va dire, c'est pris... Oui, oui, non, mais bien sûr. Je veux dire, tout le monde pense ça, mais en fait, c'est complètement faux. Certes, il y a un certain travail, mais nous, on fait tout pour que ça soit au niveau de tout le monde. Certes, les chants de messe sont compliqués, donc ça ne peut pas être au niveau de tout le monde. Mais les chants de procession, de tout ça, on essaie de mâcher le travail, je dirais, dans nos offices, dans nos écrits. On codifie pas avec, je dirais, une tablature ou une partition, mais on marque les stops parce que la plupart du temps, nos chants ils sont en latin. Donc on marque avec un trait rouge, imaginons là il faut s'arrêter de chanter, là il faut recommencer, on stabilote à un endroit pour dire là il faut monter. On mâche le travail pour simplifier la tâche à ceux qui sont le moins capables, entre guillemets. Mais, pour que les chants soient unanimes. Oui, que tout le monde, que quelqu'un n'arrive pas pour un office qui dure par exemple 1h45, qui est l'office des ténèbres, qui est l'office le plus long, c'est un office qu'on fait pendant la semaine sainte, que la personne pendant 1h45, elle ne se roule pas que les pouces. Voilà. On essaye d'ouvrir à tout le monde, que tout le monde soit capable de faire ce qu'on fait. Voilà. Alors Pierre, quel est le fonctionnement, pas le fonctionnement, les missions, puisque le fonctionnement, vous venez de nous l'expliquer, que se fixe une confrérie? C'est tout au long de l'année, on va dire. C'est tout au long de l'année, je dirais, mais elles sont variables suivant les endroits. Je dirais, nous, au village, dès le début, il y avait, bon, bien sûr, il y avait on parle bien de Speloncat, on le recite. Voilà, mais disons qu'au début, ceux qui étaient à l'initiative de ça avaient, chanté la messe, ils étaient déjà capables de la faire, mais ils ont travaillé avec les nouveaux confrères qui, à l'époque, ne chantaient pas avec eux. Mais il y avait surtout la Semaine Sainte, d'un côté, et tout ce qui est pour les morts. Parce qu'au village, la tradition est, et ça a été remis dès le début, dès 2001, dès qu'il y a un mort au village, la veille de la messe, donc de l'enterrement, il y a un office des morts qui se récite pour le défunt.
Et disons que ça, c'est vraiment, ça nous tient. On est l'un des seuls villages à le faire. Ça nous tient à cœur. Et c'est ce qui a fait qu'à l'époque, on va reparler de cette histoire de secte, qu'au début, les gens du village pouvaient regarder la confrérie d'un mauvais œil. On s'est fait accepter grâce à ça. Parce que maintenant, s'il n'y a pas l'office des morts pour le défunt du village, la famille le prend mal. C'est carrément, des fois, ils nous appellent pour, si la famille n'est pas au complet, est-ce que vous pouvez le refaire ou attendre, le refaire. Donc là, alors on précise, Pierre, que ça n'a rien à voir avec la messe des morts, comme vous nous disiez que ça se faisait avant, pour vraiment ceux qui incorporaient la confrérie. Là, c'est pour les villageois. Non, disons qu'en fait, à l'époque, même à l'époque, quand il y avait un mort, la veille, il faisait un office des morts. Mais disons qu'à l'époque, il n'y avait que les confrères dans l'oratoire. Voilà. Maintenant, c'est les gens viennent à nos offices. Ah aussi. Ils viennent assister à nos offices. Donc, on joue, entre guillemets, des fois, alors qu'on n'a pas le joué, ce rôle que maintenant, je dirais, l'Église, on n'a presque plus de messe, nous, au village. Et donc, on joue ce rôle religieux. Les gens viennent pour assister à nos offices, presque comme si c'était des messes. Oui, alors parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de prêtres, ils ont plusieurs paroisses, on va dire, à s'occuper. Donc nous, c'est pas du tout ça. Certes, on est religieux, mais on n'a aucun pouvoir religieux. Dans les textes, on est des laïcs, c'est-à-dire on n'a aucun pouvoir religieux, vraiment. Mais on est dans la religion, vraiment, on est vraiment ancré. Mais donc voilà, c'était nous, en premier, c'était l'office des morts, vraiment, de chanter pour les défunts. Après, donc, il y a la Semaine Sainte, avec, suivant les endroits, vraiment différentes cérémonies. Par exemple, le chemin de croix, qu'on peut faire durant tout carême, donc du mercredi des cendres jusqu'au samedi saint. Après, il y a l'office des ténèbres. Chez nous, on le fait le mercredi. Dans d'autres endroits, ils font le lavement des pieds, je dirais la cérémonie où ils lavent les pieds. Nous, chez nous, dans les textes, c'est pas écrit. Nous, le jeudi, on veille le sépulcre, donc le tombeau du Christ. Et le vendredi, je dirais, donc le vendredi saint, donc avec les tcherks et la granite, voilà, chez nous qu'on dit la girandole. Après, il y a la veillée pascale. Et après, durant toute l'année, donc il y a bien sûr les offices des morts, mais il y a aussi les messes des vivants, maintenant qu'on participe. Donc les messes des vivants, j'entends les messes pour les saints, enfin les messes joyeuses, c'est pour ça qu'on appelle les messes des vivants. Donc il y a tout ça, il y a plusieurs offices qu'on peut faire. Par exemple, un office des vivants, la plupart du temps, c'est l'office de la Vierge Marie. Donc on peut chanter avant une messe. Après, bon, il y a voilà, vraiment toutes ces messes-là et ces processions. Est-ce que ça vous demande, on va dire, de vous réunir, de faire de la préparation? À quel rythme? C'est toutes les semaines. Nous, par exemple, c'est toutes les semaines le vendredi. On se réunit, on travaille les chants, les offices, on retravaille les écrits des offices pour se rapprocher au plus près, être au plus près de ce qui se faisait avant. Donc vous dites, depuis le début de l'émission, vous nous parlez, on va dire, des textes anciens, des confréries, mais si on se rend bien compte, vous voulez finalement les remettre au goût du jour, tout en gardant ce qui était, écrit. Parce qu'en fait, voilà... Vous voulez faire perdurer la tradition. On veut faire perdurer la tradition, en fait, comme on pense qu'elle était. Bien sûr. Parce qu'on a tout perdu. Ce qu'on a réussi, nous, heureusement, au village, c'est de garder les chants de messe, à proprement dit. Mais on a perdu tout ce qui était chant d'office, comment se déroulait un office. Enfin, certaines personnes le savaient, mais certaines bribes, vraiment. Et on sait comment se déroulaient certaines choses grâce aux coutumiers de l'église, où ils disaient les confrères où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, tout ça. Mais la seule chose qu'on a comme preuve, je dirais, c'est d'une part le règlement de la confrérie, et d'une autre part, vraiment les textes des offices. Tout le monde, toutes les confréries allaient même en Corse, de partout. Finalement, on perdait nos valeurs. On perdait une partie de nos valeurs, parce que la Corse et les villages et les Corses ne se résument pas aux confréries, mais ça fait partie de nos traditions. Bien sûr, bien sûr. Et ce sont des traditions ancestrales. Voilà, c'est nous, je crois qu'on a des traces de la confrérie. La première confrérie qu'il y avait à l'époque au village s'appelait Santa Croce. On a des traces qui datent de 1600 et quelques, où je ne sais plus si c'était Belgodère ou Palasque, qui avait demandé de faire une bannière sous le modèle de celle de Santa Croce de Sponcano.
voilà, on a certaines traces comme ça, même, je crois, même plus anciens, mais je m'y perds un peu. Mais disons que on, on est vraiment dans cette volonté de repartir comme avant, de faire comme avant, au plus près. On n'a pas la science infuse, on en apprendra toujours. Je veux dire, donc voilà, mais on se rapproche, on se remet tout le temps en question. Ça peut être difficile pour certains confrères qui ne sont pas très assidus, qui ne viennent pas, je dirais, à toutes les réunions, mais on est toujours sans cesse, on se remet tout le temps en question, que les deux confréries du village se remettent tout le temps en question. Alors, on disait que justement au village, il y avait 2 confréries, mais est-ce que avec les autres confréries de Balagne, ça vous arrive de travailler ensemble? Oui, ben, on l'a pu le voir ce matin, je dirais, au Crucifix des Miracles de Mours, où on travaille ensemble. Certes, la confrérie Vous du aviez village, répété? pour le Crucifix des Miracles, non, mais on travaille tous ensemble. Et après, on a l'habitude d'y participer à cette... Vous savez qui doit faire quoi? entre guillemets, et puis juste avant, suivant qui il y a, on se le dit, vite fait, mais on sait comment se déroule la cérémonie. On a l'habitude de travailler ensemble, et à chaque fois, une confrérie invite les autres pour une fête qu'ils organisent, ou la fête même de la confrérie, et on est là juste comme ça. Après, il est coutume de donner à certaines confréries un chant, à faire ceci, à faire cela, pour faire participer tout le monde, je dirais. Mais par exemple, à Amour, on est arrivé juste en tant que fidèle, je dirais, enfin en tant que confrère, mais surtout de fidèle. Et nous, par exemple, on nous a demandé, Spelon 4, de chanter un chant de la messe. Mais on aurait pu ne rien faire, et juste participer et défiler. Voilà, on travaille, on a l'habitude de travailler ensemble. Puisque au début, comme je l'ai dit au début, les confréries en Balagne sont, bon bien sûr il y avait celle de Calvi, mais sont revenus de notre côté, je dirais, par le Djumsani, qui après a aidé celle du côté de Belgodère, je dirais tout, et qui après est montée à Sponcano. Mais donc à chaque fois il y avait des personnes qui aidaient et qui venaient à ces réunions répétitions, aider et dire regardez, nous on fait comme ça. D'accord, donc, faire un peu une chaîne, quoi. une chaîne, il y a cette Transmettre. chaîne qui s'est créée, et des gens qui s'aidaient, tout ça. Après, il y a des personnes qui sont dans la possibilité de le faire, c'est-à-dire quelqu'un qui a soit un travail pas très contraignant, soit des gens à la retraite qui le font et qui c'est la coutume d'aller chez les autres. Même souvent, nous, lors de nos réunions ou répétitions, il y a des gens d'autres villages qui viennent. On a parlé de l'âge qu'il fallait avoir pour être confrère, mais y a-t-il un âge maximal ou il n'y a pas d'âge? Ben, la mort, tout Oui, simplement. il n'y a pas de... C'est un confrère normalement doit partir dans, je dirais, son cercueil avec son habit et sa mantilette. Donc il n'y a pas d'âge maximum, on est confrère jusqu'à sa mort. Après, bien sûr, il y en a qui sont confrères jusqu'à leur mort en étant actifs, entre guillemets. Et il y en a qui, avec la vieillesse et le fait qu'ils ne peuvent malheureusement plus se déplacer, Voilà tout ça, ne viennent plus parce que ça devient contraignant. Bien sûr. Mais ils n'arrêtent pas d'être confrères juste parce qu'ils ne sont pas participés à 3 réunions. Voilà, on n'est pas comme ça. Alors Pierre, on va arriver à la fin de cette émission, mais je voudrais vous poser une autre question. Pourquoi il y a si peu, puisqu'on en a recensé une en Corse, de confréries femmes? Ben ça, en fait, féminines? je dirais, aujourd'hui il n'y en a qu'une, mais nous, au village, je ne vais pas m'avancer, mais je suis sûr qu'il y en avait une, même deux. Je vais dire même deux à l'époque au village. Mais Comment ça s'est fait que ça se soit... Ça s'est perdu. Je ne sais pas, peut-être après c'est une volonté. Ça s'est perdu, on le sait. Mais après c'était un monde vraiment d'hommes, je dirais. Surtout à l'époque où c'était je dirais une société patriarcale. Mais aujourd'hui, voilà, il n'y en a plus qu'une parce que ça s'est perdu. Et peut-être qu'avec le temps, je dirais, les femmes avaient plus, malheureusement, je veux dire, à l'époque ça marchait comme ça, la place au foyer, oui, qu'à la place à prier, tout ça. Non, aller prier à l'église, imaginons, enfin, je ne m'avance pas, c'est que des suppositions. Sinon, vous allez vous faire des ennemis. Oui, on ne sait jamais, autant demain je vais me faire appeler par certaines associations. Non, voilà, on met toujours des points d'interrogation. Je veux dire, à l'époque, il y en avait, ça c'est sûr. Ça, je veux dire, nous, dans les écrits, il y en avait une sur, je crois que c'était du rosaire, après je ne vais pas m'avancer sur deux. Mais aujourd'hui, pourquoi il y en a une, il y aurait pu en avoir un, je veux dire, puisque dans les textes, ça y est. Après, je ne sais pas dans les autres villages encore. Hein, je parle pour mon village, je ne parle pas pour, et encore pour ma confrérie. Mais, vous prêchez pour votre paroisse. Voilà, comme on dit. Mais disons que peut-être qu'à l'époque, le Riacuicht
je dirais, qui s'est passé donc, au niveau culturel, que ce soit de la langue et même des confréries, je dirais c'était vraiment des hommes, mais il y avait aussi des femmes. Hein. Mais je veux dire, après, dans les confréries, peut-être c'est une volonté d'hommes de recréer ça. Et même nous, à l'époque, ils n'avaient que souvenir qu'il y avait des confréries d'hommes. Et qu'après, c'est qu'en faisant des recherches, on a trouvé qu'il y avait aussi des confréries de femmes. Donc ça s'est perdu avec le temps. Après, il n'y a pas eu la volonté. Maintenant, dans certaines confréries, elles sont mixtes, hein, je dirais. On en voit beaucoup, des hommes, des femmes, mélangés et tout ça. Ça c'est un peu, c'est le mix qui s'est fait avec, comme j'avais parlé à l'époque, des confrères et des gens qui cotisaient, je dirais, voilà, pour l'espèce d'assurance vie. Voilà. Bien, merci Pierre Hidolfi de votre visite à Télépaèse. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.